Afin que le sujet des principes complémentaires yin et yang soit clair, il faut préciser qu'ils peuvent se manifester sur le plan de la verticalité autant que sur celui de l'horizontalité. La polarité esprit-âme ou esprit-matière représente le plan vertical. La partie blanche du symbole yin-yang symbolise alors l'esprit et la partie noire, l'âme ou la matière. Mais cette dernière, qui fait office de plan de réflexion sur lequel la lumière de l'esprit peut se réfléchir, est elle-même polarisée. En effet, l'âme ou la matière comporte elle-même deux pôles, dont la complémentarité est également nécessaire pour atteindre l'unité, l'harmonie et l'équilibre sur le plan de la manifestation. Ce sont les impulsions contraires, attraction, répulsion. Eu égard au rôle de ces impulsions sur le plan physique, on peut les mettre en rapport avec l'instinct de survie, dans la mesure où elles servent à maintenir en vie tout être vivant dans un état de cohésion et d'intégrité parfait. Vu qu'elles assurent la survie et l'évolution de toute espèce vivante dans son environnement, elles peuvent également être associées au principe de sélection naturelle. Les problèmes commencent lorsque ces impulsions ne servent plus uniquement à assurer l'intégrité du corps physique, mais qu'elles deviennent, par l'intermédiaire du mental, le redoutable gardien de l'image psychologique que l'être se fait de lui-même, c'est-à-dire le gardien du sentiment de moi, l'ego. Sous l'emprise de ces impulsions actives au sein de la psyché, donc sous l'influence de cet instinct de survie psychologique, l'être se met à désirer ce qu'il aime en déterminant que cela est bon ou bien pour lui, et à refuser ce qu'il n'aime pas en déterminant que cela est mauvais ou mal pour lui également, de manière foncièrement intéressée, donc égoïste, pour améliorer ou défendre l'image qu'il a de lui-même. Cela est particulièrement flagrant chez le petit enfant, jusqu'à 3 ans environ. Dans la prime enfance, les impulsions contraires commencent à imprégner sa psyché. C'est la phase de développement de la toute-puissance, phase durant laquelle il est centré sur lui-même, peu enclin à prendre en considération les besoins et les sentiments des autres êtres qu'il côtoie. Il semblerait que cette période soit nécessaire à la structuration de son identité personnelle et qu'il soit donc normal qu'il considère que ce qui est bien pour lui soit tout ce qui lui procure du plaisir et de la satisfaction, et que ce qui est mal pour lui soit tout ce qui, à l'inverse, lui procure du déplaisir et de l'insatisfaction. Au-delà de l'être humain, nous pouvons également observer le jeu des impulsions contraires à l'œuvre partout dans la nature, au sein des différents règnes, au niveau des phénomènes naturels, du mouvement des astres, etc. En réalité, elles régissent tout le vivant, où elles participent également au maintien ou au rétablissement de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie. À l'échelle microscopique comme macroscopique, elles jouent parfaitement leur rôle et participent à l'évolution de la vie, sous toutes ses formes. Cela correspond à l'ordre naturel des choses des taoïstes et au dharma des bouddhistes. Ainsi, lorsqu'il y a destruction, décomposition ou dissolution dans la nature, cela n'est pas l'expression du mal, c'est un processus naturel dont la vie dépend pour se perpétuer par l'intermédiaire de ces innombrables manifestations, toutes soumises à la loi de l'impermanence. Si le mal en est absent, c'est parce que la plupart des formes de vie, au sein desquelles les impulsions contraires sont actives, n'ont pas une fonction mentale suffisamment développée pour qu'un ego puisse décider de les orienter de manière intéressée, donc pour servir les intérêts strictement personnels d'une identité psychologique à laquelle elles s'identifierait. Dans la nature, l'être humain est l'exception, avec certains mammifères dans une bien moindre mesure. C'est donc lui qui est le principal responsable du mal comme tel et des désordres qu'il engendre.